Bonjour tout le monde et bienvenue sur le 7e podcast de Ati4 Talks. Aujourd'hui, on va parler de RGPD et d'e-commerce. Et donc avec nous aujourd'hui, on a Ege qui est là, de l'agence Actecil. Ege, bienvenue. Écoutez, je vous remercie de m'avoir invité, de nous avoir invités dans ce podcast qui est dédié au monde de e-commerce. Et j'ai hâte de discuter avec vous justement par rapport à ce sujet qui me passionne très particulièrement, qui est la mise en conformité RGPD. Génial. C'est en plus de plus en plus de nos clients, ils doivent se mettre en conformité. Le dernier podcast, on a parlé de l'internationalisation de nos clients. Et donc, c'est un sujet aussi qui va revenir parce que nous, on connaît peut-être, je veux dire, entre guillemets, bien les lois en France, mais j'imagine que quand on veut aller à l'international, ce n'est pas les mêmes règles partout. Déjà, au sein de l'Europe, je pense que les pays, ça change. Et après, même aux États-Unis, en Asie, en Afrique, je pense qu'il y a des lois un peu partout et on doit faire très attention. Tout à fait. Est-ce que tu peux te présenter, peut-être toi, ton parcours, et après Actecil, quel est votre domaine de compétences et d'action? Oui, bien sûr. Écoutez, donc je m'appelle Ege Ulas, je suis juriste formateur et chargé de projet au sein de la société Actecil. Avant de parler de moi, j'aimerais bien présenter la société Actecil. La société Actecil, c'est la spécialiste des solutions en matière de protection des données, et ce depuis 2007. Notre cœur d'activité est justement dans l'accompagnement du monde économique par rapport à la mise en œuvre de la documentation technico-juridique liée à la conformité RGPD. Donc moi, comme je disais, je suis juriste consultant. Donc j'ai fait une formation à la faculté de droit de Strasbourg. Justement, j'étais toujours passionné aussi par le numérique et par l'innovation, et c'est la raison pour laquelle je me suis dirigé vers le droit de la protection des données à caractère personnel. Ok, c'est vrai donc la société elle existe depuis 2007. C'est vrai que nous dans le monde du web, on n'entend pas parler de RGPD depuis 2007. C'est depuis quelques années maintenant que ça devient de plus en plus chaud comme sujet, et j'ai l'impression que ça évolue de plus en plus. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? RGPD, la loi, quand est-ce que elle est sortie? Est-ce que avant l'RGPD, il y avait déjà des lois en place? Tout à fait. Actecil a été fondé par Monsieur Richard Bertrand en 2007, donc bien avant l'entrée en application du RGPD, donc en 2018. Pourquoi? Parce que en France, du moins, la protection des données à caractère personnel remonte dans les années 70. En fait, dans les années 70, avec l'arrivée de l'informatique grand public, les entreprises, mais aussi l'administration française, a vite vu l'opportunité de traiter d'immenses quantités de données sur les citoyens français, ce qui a amené en 73 au projet Safari. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'était la constitution dans une base de données centralisée, l'ensemble des données concernant les citoyens français, une sorte de fichier des citoyens. Et donc, il y a eu beaucoup de réactions de la part des citoyens, notamment le quotidien Le Monde aussi, qui a rédigé un article Safari ou la chasse aux Français, qui a suscité beaucoup de réactions. Et donc, le gouvernement a fait marche arrière. Et justement, il me semble à l'époque, c'était une commission qui avait comme objectif de réfléchir autour d'une loi pour protéger les citoyens face aux dérives de l'État. Et donc, les réflexions de cette commission, en 1978, a amené à la création de la loi nationale, justement, la loi Informatique et Liberté, et donc à la naissance de la Commission nationale Informatique et Liberté, plus connue sous son acronyme, la CNIL. Oh, ok, exactement. J'allais exactement aller vers la CNIL, que les gens on connaissait un peu plus aujourd'hui. Donc donc c'est intéressant de savoir que ça date il y a quand même plusieurs dizaines d'années qu'on s'est déjà posé la question, parce que avant l'arrivée du RGPD, je pense que les gens qui ne travaillaient pas dans le secteur du web n'avaient pas trop connaissance des lois qui pouvaient être en vigueur. Oui. Mais c'est vrai que dès que RGPD est arrivé à l'échelle européenne, là, j'imagine aussi pour vous, Actecil, en tant qu'acteur, ça a peut-être accéléré aussi votre activité ou pas? Oui, si, tout à fait, parce qu'avec l'entrée en application du RGPD, un des éléments fondateurs, un des piliers du RGPD, c'est justement à la fois l'harmonisation à l'échelle de l'Union européenne, donc on entend de plus en plus parler de la protection des données, mais aussi c'est grâce au pouvoir de sanction des autorités de contrôle, comme la CNIL en France, qui a été renforcé par ce texte. Okay. Et justement, c'est grâce aussi à ça qu'on entend beaucoup plus parler de la protection des données.
Oui, parce qu'avant, il y avait peut-être la CNIL ne pouvait pas autant, je veux dire, sanctionner les entreprises pour les dérives par rapport à la loi. Tout à fait, elle pouvait toujours sanctionner les entreprises, mais justement les sanctions administratives pécuniaires ont été, je dirais, légèrement modifiées. Ouais. Donc aujourd'hui, on est à hauteur de 20 millions d'euros ou 4% des chiffres d'affaires mondial d'une entreprise. Ok, donc si jamais une entreprise mondiale commet des infractions, on peut aller jusqu'à 4%. Tout à fait, tout à fait. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Revenons un peu du coup sur la RGPD. On sait que la RGPD, donc JDPR en anglais, c'est plutôt en Europe. Est-ce qu'il y a des différences dans les pays? Parce que voilà, on a parlé de la CNIL qui avait déjà des lois en France avant l'arrivée des RGPD. C'est quoi les différences qu'on remarque avec, par exemple, nos voisins? On va dire la Belgique, la Suisse, l'Espagne, l'Italie. Qu'est-ce que vous voyez le plus en termes? Parce que voilà, nous, on a des clients qui veulent aller des fois à l'international. Donc, on va leur suggérer, voilà, de suivre donc l'e-commerce, de dire, OK, on va pouvoir ouvrir là et là. Mais c'est pas simplement un copier-coller des mentions légales et des pratiques qu'on a en France pour ouvrir un e-commerce n'importe où on veut. Oui, tout à fait. Bon, déjà, le RGPD, c'est comme son nom l'indique, c'est un règlement général sur la protection des données. Donc, en plus, ce n'est pas une loi, ni une directive, ni une norme ISO. C'est vraiment un règlement. J'insiste sur ce fait parce que un règlement, je ne vais pas rentrer dans le technique juridique, hein, bien entendu, mais un règlement, c'est un texte d'application directe dans tous les États membres de l'Union européenne. Okay. Donc déjà, il faut savoir ça. Deuxièmement, le RGPD, c'est un texte qui se fonde, qui s'articule autour des grands principes que les acteurs doivent avoir à l'esprit avant de traiter des données personnelles. Mais ce texte laisse quand même un certain nombre de marges de manœuvre, donc la flexibilité à chaque État membre de l'Union européenne. Donc chaque État membre désigne ces différentes marges de manœuvre en fonction de leur culture juridique. Ok. Donc c'est vraiment c'est un peu une boîte à outils, si on peut le comprendre comme ça, avec des guidelines, et après chaque pays peut plus ou moins l'appliquer, ou il y a une base quand même que tout le monde doit appliquer? Oui, il y a quand même une base que tout le monde doit appliquer. Les grands principes, ce sont aussi des critères de conformité. On y reviendra si vous voulez par la suite. Mais en tout cas, chaque pays a sa spécificité. Donc effectivement, dès lors que vous voulez vous ouvrir votre commerce à l'échelle internationale, il faut non seulement connaître la législation française, mais aussi des autres pays. Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut peut-être prendre quelques cas, par exemple, d'études que vous avez dû faire sur des pays, des choses que vous dites, ah bah ça, peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui disent, bah j'aimerais bien ouvrir dans ce pays-là, en Belgique, en France, allez, en France déjà, mais je veux dire en Suisse ou des pays voisins, de dire, bah attention, parce que ça, ce sont... On va pas non plus vous dévoiler tout parce que sinon vous aurez plus de boulot, mais d'avoir quelques cas comme ça où vous vous dites attention à ces petites spécifications dans certains pays. Oui, bien sûr. Par rapport au domaine du e-commerce, je prendrai l'exemple des sites internet. Sur les sites internet, il y a ce qu'on appelle en France les mentions légales. Les mentions légales, c'est quoi? C'est comme une carte d'identité finalement des personnes. C'est la carte d'identité du site internet. Concrètement, c'est pas le RGPD justement qui prévoit l'instauration de la rédaction de ces mentions légales, mais justement en France, c'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique, la LCEN. Et justement, c'est une loi nationale cette fois-ci. Et cette loi nationale ont si vous voulez, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, on retrouve aussi une réglementation similaire à la LCEN, justement en France. Et donc, ces points-là, il faut tout à fait étudier avant d'ouvrir notre site internet à l'international. Oui, donc ça veut dire que voilà, donc ces points-là, les mentions légales qui sont définies par la France doivent être respectées en France, mais peut-être qu'en Italie, ce sont une autre loi. Et donc vous, Actecil, quand un client vient vous voir, comment vous démarrez un projet d'internationalisation avec un client? Comment vous le démarrez? C'est d'abord savoir un peu où est-ce que les clients veulent aller. Oui, tout à fait. En fait, dans un premier temps, on essaye de comprendre les besoins aussi de nos clients, justement par rapport à vers quel pays vous voulez ouvrir votre site internet. On essaie en fait d'essayer de comprendre vis-à-vis de l'approche site internet toujours, de savoir quelle est l'activité
vers quel pays l'activité est dirigée, justement pour identifier si on doit se mettre en conformité non seulement avec le RGPD, mais aussi avec les spécificités de tel ou tel pays. Parce qu'avec le numérique aujourd'hui, on a pris l'exemple peut-être le plus difficile aussi avec les sites internet, mais on n'a pas de frontières. Quasiment chaque site internet est accessible depuis n'importe où dans le monde. Okay. Et comment se conformer alors à la protection des données, au droit de la protection des données? Il faut se conformer à la loi française, à la loi espagnole, à la loi allemande, ou à la loi mexicaine, états-unienne. Donc vous voyez, c'est sans limite. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, on essaye de comprendre vers où est dirigée l'activité justement de nos clients. Oui, parce que si je peux prendre un exemple de nous, des clients qu'on a eu ça, avant l'arrivée de GA4 avec Analytics 4, c'est vrai qu'on se posait, les gens ne posaient pas trop la question d'où partaient leurs données, et c'est vrai que tout le monde avait Analytics parce que c'est un outil qui est quand même assez merveilleux et assez puissant. Oui, sans doute, oui. Voilà, exactement. Mais tous les données partaient aux États-Unis. Tout à fait. Et j'ai l'impression que l'RGPD est arrivé, on se posait pas encore trop la question, mais au fur et à mesure des années, on a commencé à se poser des questions. Il y a d'autres joueurs qui sont du coup arrivés, comme Public Pro, qui permettent d'avoir des serveurs d'un côté en Allemagne, ou même avoir des serveurs en interne hébergés on-premise chez les clients pour faire ce que Google Analytics propose aussi. Oui, tout à fait. Et donc, ouais, c'est vrai que quand on a un site français, on peut avoir des gens qui viennent un peu de n'importe où dans le monde, qui viennent sur votre site. Oui. Et donc, comment on gère ça? Parce qu'on se dit, OK, moi, je suis une entreprise française qui vend en France. Comment je gère le fait de dire, j'ai des clients qui viennent un peu partout au monde, et je ne peux pas non plus, je peux pas être conforme à tous les pays du monde. Oui, bien entendu. C'est justement ce que j'ai essayé de préciser. Donc, la question qu'on se pose, quelle législation doit étudier pour mettre en application sur notre site internet, finalement. C'est la question principale. Et partiellement, le règlement Rome 1 nous a répondu. En tout cas, ça ne concerne pas proprement parler le sphère de la protection des données, mais ça nous donne des indications. Ok. Le règlement Rome 1, ça concerne la constitution des contrats électroniques, donc le e-commerce. Et justement, ce règlement nous précise que il faut prendre base le lieu de résidence habituel des consommateurs. Et justement, la question, c'est où le lieu de résidence? Donc, si je ferme mon site e-commerce à ne vendre que à des gens qui ont un domicile en France, je vais donc me mettre à la lettre avec la France, avec la législation française. Oui, Par contre, parce qu'on pourrait se dire, je suis en France. Pour moi, envoyer un colis avec Colissimo en Finlande, c'est pas très difficile, on peut le faire. Donc, si je me dis, allez, je coche la case qui dit, maintenant, j'autorise les gens à acheter depuis la Finlande, à ce moment-là, je dois aussi me conformer à la loi de Finlande. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est la notion vraiment d'activité dirigée qui est essentielle. Et d'ailleurs, à ce sujet aussi, la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires en 2010, donc vous voyez, ces sujets ne datent pas d'hier, nous a donné quelques exemples. En fait, elle nous a pas vraiment aidé non plus parce que la Cour de justice a justement précisé que cette notion d'activité dirigée était à entendre de façon subjective, donc ça dépendait au cas par cas selon les sites internet. Mais la chance que nous avons, la Cour de justice a élaboré un faisceau d'indices et une liste d'exemples qui nous indiquent justement si l'activité est dirigée vers tel ou tel pays. Et dans cette liste, on retrouve justement la devise, les langues utilisées, où vous avez parlé des livraisons de biens. Effectivement, si c'est possible de livrer des biens vers tel ou tel pays, justement, l'activité est sans doute ciblée vers ces pays-là, donc on doit aussi se mettre en conformité vis-à-vis de leur propre législation. Ok, ouais, c'est intéressant à savoir parce que, je veux dire, quand on fait nous on a des clients qui font du commerce en vraiment du retail, brick and mortar, donc avec des magasins physiques. Et c'est vrai que quand ils voient l'e-commerce arriver, ils se disent, mais on va pouvoir vendre partout en Europe parce que, finalement, les colis, je peux les envoyer partout. Oui. Mais il faut pas oublier que, ouvrir les frontières de son e-commerce veut aussi dire se conformer en termes de législation. Oui. Par rapport à tous les pays qu'on va vendre. Oui, tout à fait, parce que le RGPD, c'est un socle commun, mais il y a des spécificités régionales qui demeurent toujours. Ok. Est-ce que vous avez, donc chez vous, sur l'e-commerce, c'est généralement ces questions-là qui remontent de la part de vos clients?
C'est quoi les problématiques principales de vos clients en e-commerce qui viennent vous voir? Honnêtement ou politiquement? Politiquement? Politiquement, politiquement, les clients, ils nous demandent justement ils savent pas en fait les clients, ils savent pas par où commencer, ils savent pas vers où aller. Et justement, on est là aussi pour les assurer, dans le sens où on les explique nos process, on explique les grandes notions du RGPD, justement les critères de conformité et l'application concrète de ces critères de conformité sur les sites internet. Et parce que quand je vais vous parler d'un des piliers du RGPD qui est la transparence, ça veut tout et rien dire. Oui, on peut se mettre derrière la terme transparence. Je veux dire, moi j'ai eu le cas avec, c'est pas en RGPD, bah si c'est aussi en RGPD. Hein. Nous on a le cas avec un client chez nous où la CNIL joue sur le terme données de santé, mais derrière le terme données de santé, il n'y a pas de définition. Bah, et à ce moment-là, on peut mettre tout et n'importe quoi derrière données de santé, et donc j'ai l'impression que c'est une zone un peu, c'est vague dans la législation, et donc la CNIL peut se dire bah si ça c'est dedans, ou et c'est là où ça devient difficile. Bah, tout à fait, c'est bien vu. Hein, vous avez parlé des données de santé. J'irais même au-delà en disant que la définition donnée par le RGPD de la notion de données à caractère personnel, c'est extrêmement large et très vague. Mais cela n'est pas l'erreur du législateur européen. C'est voulu justement pour englober beaucoup de situations, notamment pour poursuivre l'exemple, une donnée personnelle, c'est toute information portant sur une personne physique. Et partant de cette définition, c'est très très large et on englobe beaucoup de situations. Et un traitement de données, c'est toute opération portant sur les données personnelles. Vous voyez la définition donnée par le législateur? Après, j'imagine que c'est bah, comme tu as dit, c'est aussi pour que les pays puissent appliquer des lois. Parce que sinon, si on va si on donne trop de définitions, à un moment, on se bloque aussi, on se met dans un petit périmètre et on ne donne plus autant comment dire, de marge de manœuvre pour les pays non plus, quoi. Oui, mais surtout, c'est pour englober beaucoup de situations dans le sens où, quand on parle du droit de la protection des données personnelles, quand on parle des données personnelles, en Europe, du moins, dans l'Union européenne, c'est basé sur la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, la protection des données à caractère personnel érige à un stade où on est dans les droits et libertés fondamentaux. Donc, c'est justement la raison pour laquelle le législateur souhaite garder cette définition, cette ouverture, tout à fait. Ok, très bien. Et j'imagine qu'honnêtement, la réponse honnêtement, c'est aussi les clients, ils viennent vous voir en disant j'aimerais bien vendre dans ce pays-là, qu'est-ce que je risque? Oui, honnêtement, c'est mais après ça se comprend. C'est une approche sur les risques. De se dire après c'est normal. Je veux dire, en tant qu'entrepreneur ou en tant que société, on se dit voilà, j'ai une opportunité de commencer à vendre dans ce pays-là. Qu'est-ce que ça me prendrait d'être conforme? Et qu'est-ce que je risque si je suis pas conforme? J'imagine c'est ça exactement, aussi. Exactement. C'était la réponse honnête. Hein, vous avez bien deviné. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je voulais quand même avoir la réponse publique, mais politique. Cette réflexion n'est pas non plus erronée dans le sens où le RGPD est un texte qui est basé lui-même sur la notion de risque. Oui. Ok, très bien. Si on regarde maintenant un peu plus loin que nos voisins, je sais que RGPD c'est très européen. Est-ce que les États-Unis, les autres continents, on a l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, voilà, est-ce qu'il y a d'autres lois comme ça ou de fondamentaux qui sont faits? Je sais pas, je connais pas du tout les États-Unis, hein, donc. Je vais vous répondre en deux temps. D'abord, je vais vous répondre par rapport au RGPD, et puis je vais essayer de vous répondre par rapport à la réglementation entre guillemets internationale. En fait, le RGPD a une spécificité. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ce texte a été salué par une bonne partie de la doctrine juridique. En fait, le RGPD a un caractère, ce qu'on appelle extraterritorial. C'est-à-dire que ce texte s'applique non seulement à des organismes qui sont établis sur le sol de l'Union européenne et qui traitent des données personnelles, mais aussi, par exemple, à une entreprise américaine qui n'a pas d'établissement sur le sol européen, mais qui cible quand même, qui traite quand même des données des personnes qui se trouvent sur le sol de l'Union européenne. Vous voyez, il y a donc deux critères d'application du RGPD. Critère d'établissement et le critère de ciblage. Donc le RGPD concerne également les entreprises étrangères. Donc si on peut prendre une entreprise, là, comme tu as dit, je sais pas après si c'est un bon exemple, mais
si on prend un site comme Alibaba qui vient d'Asie, je ne sais pas si aujourd'hui ils ont une succursale en France ou pas, ils ont une entité juridique, mais même sans cette entité juridique-là, ils doivent quand même se conformer à la RGPD parce que ils ciblent le peuple européen. Exactement. Okay. Ils ciblent les personnes qui se trouvent sur le sol européen. Donc c'est encore plus large. Vous voyez, il n'y a pas de critère de résidence ou de nationalité. Ah oui, ok. Ok, donc c'est pour ça qu'elle est quand même très très large et que finalement, ok, elle vient de l'Europe, mais on va plus loin que... Oui, tout à fait. Ok. Et après, il y a des lois internationaux? Oui, il y a des lois aussi internationaux. Donc chaque pays... Si vous allez sur le site internet de la CNIL, ce que je vous invite vivement à le faire, c'est très bien réalisé d'ailleurs, vous trouverez une carte du monde, une carte interactive qui vous montre justement les pays... tous les pays du monde qui disposent justement d'une réglementation, d'une législation interne, les pays qui disposent d'autorités de contrôle comme la CNIL, parce que il y a un certain nombre de pays qui ont certes une législation mais pas d'autorité. Ah oui, c'est vrai, parce qu'on peut avoir parce que avoir juste les lois ne nous garantit pas, je veux dire, parce que la CNIL est là pour aussi faire en sorte que les lois soient respectées. Si on n'a pas d'autorité, je vais pas dire que c'est un peu le Far West, mais voilà, les lois sont là, mais qui va les faire appliquer? C'est un peu ça? Aussi, oui, tout à fait. Okay. Tout à fait. Ok, donc on a cette carte interactive du monde. Exactement. Donc là, honnêtement, les clients qui se disent, dans ces pays-là, il n'y a pas de, il n'y a pas d'autorité de réglementation. Les risques peuvent être un peu moindres. Par rapport à la protection des données personnelles, alors. Oui, par rapport à la protection on parle bien sûr de, ok, très bien. Ok. Parfait. Est-ce que il y a des conflits entre les lois? Parce qu'aujourd'hui, nous, on parle beaucoup de GDPR. Tu as dit qu'il y avait des lois internationales aussi. Est-ce qu'il y a des fois où on arrive sur j'imagine ça doit exister, un cas où un client dit, moi, c'est vers ça que j'aimerais tendre, c'est vers ces pays-là que je veux tendre, et que, finalement, les lois entre RGPD et l'international, ils s'entrecroisent et on sait pas trop, Je devrais vous répondre en disant oui, il y a des conflits, mais des conflits, je dirais, assez minimes. Parce que déjà, le RGPD, c'est un texte qui tourne autour des grands principes. Donc, certes, on peut un petit peu le rendre flexible. Et de l'autre côté, beaucoup de législation internationale prend base le RGPD. Je vais donner l'exemple suisse, l'étude que j'avais menée pendant un an. En Suisse, il y a ce qu'on appelle la loi, la NLPD, pour la nouvelle loi sur la protection des données. Et justement, cette loi a pris comme base le RGPD. Et finalement, si on constate, on constate très facilement que l'ensemble des lois qui existent, peut-être pas tous et toutes, mais l'ensemble de ces lois ont pris exemple, ont pris modèle, ce modèle européen. Donc, finalement, être conforme au RGPD, ça nous assure, peut-être pas sur tous les points, mais en tout cas sur l'ensemble, la conformité à d'autres législations. Ok. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Là, c'était un peu global, RGPD et loi. Maintenant, peut-être qu'on va pouvoir parler un peu plus des projets sur lesquels tu travailles chez Actessil, hein, bien sûr, tout en gardant l'anonymat des clients sur qui tu travailles. C'est quoi pour peut-être d'autres personnes qui aimeraient faire ton travail, c'est quoi une journée type? Comment ça se dessine? Il y a beaucoup d'appels avec les clients, avec les services juridiques des sociétés. J'imagine il y a un peu de tout. C'est justement ce que j'aime bien avec mon métier et plus particulièrement avec le poste que j'occupe, parce que justement j'ai triple casquette. Je suis non seulement consultant juriste, mais aussi formateur en matière de protection des données, et une troisième casquette par rapport aux chargés de projet innovation pour la société Actessil, donc plutôt interne. Donc je vais vous expliquer un petit peu par rapport au consulting comment ça fonctionne, journée type. Justement, on n'en a pas. On travaille beaucoup avec les clients, chez les clients, parce que n'oubliez pas, nous, on est là pour les accompagner. On a eu déjà des cas où des clients qui souhaitaient tout nous déléguer. Sauf que nous, on peut pas connaître l'ensemble de leurs activités ou la façon dont ils souhaitent traiter des données personnelles. On est là pour donner des conseils, en tout cas des bonnes pratiques. Tout à fait. Voilà. Donc, on intervient beaucoup auprès des clients, avec les clients. On travaille aussi pas mal en back-office. Le métier de délégué à la protection des données est connu aussi pour sa,
entre guillemets solitude, parce que certains services, même si le DPO est interne, voient le délégué à la protection des données comme peut-être celui qui freine les activités. Moi, j'ai une vision totalement différente, mais... Bah, c'est sûr que le marketing, il doit pas trop aimer. Des fois, le marketing va dire, bah non, moi, j'aimerais bien avoir ces données-là. C'est ça, mais après, ce que j'aime bien avec le RGPD, c'est peut-être ce qui a été mal compris par justement les différents services, c'est que le RGPD ne freine pas les activités. Ça encadre. Oui, exactement, c'est ça. Après, je pourrais peut-être comprendre parce qu'avant l'arrivée du RGPD, on va dire que c'était un peu plus le Far West. On pouvait aller dire, il y avait pas encore cette base-là que maintenant les entreprises, je veux dire, avec les sanctions qui ont monté, ils ont dit, il faut vraiment qu'on se mette à conforme et qu'on respecte. Ce qui est normal. Oui. Ce qui est normal. Oui, c'est vrai qu'avant qu'il y a cette loi qui est sortie, c'était peut-être un peu plus libre à qu'est-ce qu'on pouvait faire. Oui, tout à fait. C'est justement ce que je disais aussi. C'est toujours l'approche basée sur les risques. Donc, c'est tout à fait, vous avez raison. D'ailleurs, petite histoire. Avant l'entrée en application du RGPD, comme les pouvoirs de sanction des autorités de contrôle étaient plus bas, beaucoup plus bas, parce qu'avant je rigolais quand je disais que c'était une légère augmentation de force. Non, c'était bien plus bas. Et cela avait comme conséquence justement pour des géants du numérique. Ça, si je ne me trompe pas, ça pouvait aller jusqu'à 150 000 euros. Ça peut être, c'est beaucoup pour des structures, des pour PME. Les géants, pour les GAFA, c'est pour Google, Facebook, Amazon. Exactement. Eux, 150 000, ils se disent, mais très bien, on va le payer. Exactement. Et on continue à faire comme on veut avec les données personnelles des gens. Tout à fait. Et c'était cette situation avec comme conséquence la non-conformité souhaitée, volontaire. Ouais. Et justement, c'est la raison pour laquelle le législateur européen a rédigé, en rédigeant le RGPD, bon, le rédiger, c'est pas forcément le bon terme, mais a conçu à renforcer le pouvoir de sanction des autorités de contrôle. Ouais. Parce que si on parle de 4% du chiffre d'affaires annuel, voilà, ça pique beaucoup là. Voilà. Ça pique. Bon, d'ailleurs, il y a des exemples de sanctions qui sont allés jusqu'à 1,2 milliard. Ah oui. Donc, ah oui, quand même. Oui. Ouais, donc là, ça pique. C'est quoi le type d'entreprise parce qu'aujourd'hui, voilà, on parle de RGPD, de services juridiques aussi dans les entreprises. Quand on parle comme ça ensemble, on a l'impression que c'est que pour les très grandes entreprises. Parmi les clients d'Actecil, j'imagine qu'il y a toute taille d'entreprise. Je veux dire, on n'est jamais trop grand ni trop petit pour s'y pencher sur le sujet. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, je ne connais pas d'entreprise, je dirais même organisme, parce que c'est pas que les entreprises, mais aussi les associations ou du secteur public aussi. Tout le monde est concerné par le RGPD. Mais dites-moi, est-ce que vous connaissez un organisme qui ne traiterait pas de données à caractère personnel? Ah non, pour moi, c'est tout le monde. Bah, c'est tout le monde, parce que même si notre activité consiste à vendre des biens, on a les données de nos prospects, on a les données de nos clients, et encore, au moins, on a les données des salariés. Oui, parce que j'imagine que nous, on est très axés sur e-commerce, donc on voit beaucoup de données passer. Mais c'est vrai que maintenant, où vous allez dans une concession de voiture, ils vous demandent votre adresse email pour envoyer un mail. Oui. C'est une donnée personnelle qui doit être traitée de la bonne façon. Exactement. Et d'ailleurs, c'est justement cette notion de confiance aussi qui émerge avec le RGPD. Parce que moi, en tant que personne concernée, quand je donne mes données personnelles, j'attends à ce qu'elles soient traitées de la meilleure façon. Ouais, tout à fait, oui. Tout à fait. Bah, c'est ce qu'on voit aussi chez nous en interne dans les équipes. Hein. C'est-à-dire, nous, par exemple, pour donner un exemple, nous, pour se conformer aussi à l'RGPD, c'est que, par exemple, les employés, eux, sur leur machine, n'ont pas accès aux données de production, parce que sinon, ça engendrerait quand même un grand défaut. Oui, et donc, tout est anonymisé. En fait, les bases de données, avant d'arriver dans les machines des développeurs, ils sont complètement anonymisés. Et c'est des noms fictifs, des emails fictifs, etc. Pour justement éviter qu'on puisse identifier une personne. Tout à fait. C'est une très, très bonne pratique, en tout cas. Donc, ok. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel qu'on n'a pas parlé, dont on n'a pas discuté? Je pense qu'on a fait le tour. On a fait un peu le tour de RGPD, surtout aussi pour un premier podcast dessus. Voilà. D'ailleurs, j'ai peut-être une question pour vous. Pas de souci. Parce que je n'ai pas bien entendu. Est-ce que vous dites le RGPD ou la RGPD? Oh, c'est vrai que j'aurais dit le RGPD, ouais.
Vous avez tout à fait raison. Ah, c'est c'est le RGPD, mais je dis ça, je rigole, mais beaucoup. Peut-être que j'ai dit là, que les gens ils vont dire non, c'est pas du tout vrai, il a dit là. Non, bien entendu, je rigole, mais en fait, c'est bien le RGPD. C'est le RGPD. C'est parce que c'est le règlement général sur la protection des données. Beaucoup de personnes pensent à la réglementation, mais c'est le règlement, exactement. Et pour les gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est RGPD, c'est une partie de ça. C'est aussi quand vous cliquez d'accepter les cookies, etc. Ah, ça fait partie. Ça fait partie, exactement. Donc, tout à fait. Donc, en fait, on est confronté tous les jours au sujet. Tout à fait. Tout à fait. Les données personnelles sont partout et avec la numérisation de notre société, tout s'est accentué. Ouais. Très bien. Je te remercie d'être venu ici au podcast. C'est moi. C'était vraiment chouette et très intéressant de parler de ce sujet-là ensemble. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.